vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante, Sébastien, Thierry, Laetitia, Églantine, bonjour. Bonjour, Sébastien de Morange, je vous aime beaucoup, vous le savez, ça fait longtemps que nous vivons collés, mais faut-il vraiment que vous tentiez de nous convaincre des vertus des choux de Bruxelles? Je vois déjà la malheureuse Nalé qui tire le nez. Dites franchement. Le retour des traumatisés de la cantine, c'est parti, mes pauvres amis. Quelque chose me dit que vous avez dû à l'époque, quand vous étiez jeune, c'est-à-dire au siècle dernier, avoir droit à la fameuse préparation que tous les enfants adorent, les choux de Bruxelles, dit sauce bouillasse, n'est-ce pas, que l'on cuit 8 jours, qui sont tout racornis et tout mou, c'est dégoûtant. Je vous le confirme, Bernard, dans ces cas-là, oui, c'est pas très bon, c'est même dégueulasse. C'est dégoûtant, que de mauvais souvenirs. Mais si on les fait bouillir, c'est pas pour enlever le côté gazogène? Alors écoutez, j'ai entendu ça, Laetitia, et je sais pas d'où ça vient, cette idée de, soi-disant, pré-cuire, vous savez, les choux de Bruxelles pour les rendre plus digestes, parce qu'ils seraient bourrés de soufre. C'est ridicule, c'est grotesque. Si sur le marché, votre vrai maraîcher, il a des vrais beaux petits choux de Bruxelles qu'il a récoltés lui-même, je peux vous dire que vous allez même pouvoir les préparer. On risque rien. On risque rien, à la poêle, à la minute, et aucun effet secondaire. Génial. Bon, alors au marché, quel conseil justement pour bien les choisir? Alors il y a quelques fois, Églantine, des feuilles extérieures un peu tachées, un peu fripées, vous les enlevez, vous rincez les choux soigneusement. Faites attention, ils doivent être bien fermes, parce que le chou, ça doit pas être mou, parce que sinon à la cuisson, voilà, c'est notre nouveau slogan de 2018, sinon on obtient effectivement de la bouillasse, on l'a dit, et nous, on veut au contraire, parce que c'est sympa, garder un peu de croquant. Donc on choisit une cuisson vive, à l'asiatique presque, on va griller nos choux en quelque sorte, avant de les laisser s'attendrir un tout petit peu, voilà. Vous les cuisez entiers, parce qu'ils sont parfois un petit peu balèzes quand même. Alors, Thierry, en fait, ce que je fais, une fois qu'ils sont rincés, soigneusement séchés, je les coupe en 2. Et là, je vais les marquer à la poêle dans de l'huile d'olive sur leur face coupée, de façon à obtenir une jolie coloration bien brune, bien marquée. Le feu, il est évidemment assez vif dans ces cas-là. Voilà, ça vous prend une bonne dizaine de minutes, puis vous allez tomber légèrement le feu et laisser confire un tout petit peu avec une belle échalote taillée dans la hauteur, lanière un peu épaisse, comme ça va garder un peu de mâche, gingembre et ail. Voilà, je vous ai dit asiatique, esprit. On y va sur le gnoc mam généreusement, la sauce de soja à la place du sel. Vous terminez, ça c'est super sympa si vous en avez une belle purée de piment asiatique ou alors de la harissa. Ça donne l'assaisonnement, le mordant, le piquant. Et vous mélangez soigneusement au tout dernier moment de la coriandre fraîche, rapidement, grossièrement ciselée. Et ça sert tel quel avec un bon riz blanc à la vapeur. Si vous voulez l'option végétarienne, sinon pour nous, évidemment, le bon coup de cochon rôti au four, une poitrine par exemple. Et je vous promets que vous ne mangerez plus jamais des choux de Bruxelles en disant que c'est pas bon. On vous croit, Thierry, on vous croit aussi. Ces dernières pluies ont inondé bien des jardins et c'est peut-être pas fini malheureusement. Quels sont vos conseils pour parer au plus pressé? Alors surtout, ne piétinez pas votre terrain en y allant en botte, parce que vous allez massacrer complètement le sol, qui est hyper fragile quand il est noyé. Il faut vraiment attendre que l'eau s'évacue naturellement, et en plus que la terre se soit ressuyée. Cette eau, elle est souvent pleine de terre de toute façon. Et oui, alors si la boue reste collée sur les plantes après la décrue, il faudra bien l'enlever. Alors, avec un peu de chance, les dernières pluies d'hiver s'en chargeront de... Thierry, du coup, combien de temps mes plantes, elles peuvent rester submergées comme ça? Elles ne sont pas aquatiques. C'est la vraie question. Au printemps et en été, comme en 2016, les crues ont été redoutables, car les plantes sont en végétation. Elles respirent comme vous et comme moi. Donc sous l'eau, c'est pas possible. Alors les arbustes, ils tiennent une dizaine de jours, car ils surnagent. Mais les plantes basses, elles sont vite asphyxiées. En hiver, comme cette année, en revanche, bien des végétaux dorment et respirent très peu, donc ils ont plus de chances de survivre. Donc si je comprends bien, c'est un moindre mal d'avoir ces inondations en janvier. Oui, parce que les plantes vont tenir plus longtemps. Les très beaux rosiers de la célèbre roseraie de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, ils en sont vraiment la preuve, parce que c'est franchement pas la première fois qu'ils font trempette en hiver, et parfois pendant 3 semaines, et la roseraie est superbe. Et est-ce que les petites plantes à fleurs sont plus fragiles? Alors pas toutes. Les vivaces rustiques qui perdent leur feuillage en hiver, ma foi, elles sont presque aussi robustes qu'un arbre parce qu'elles respinent pas beaucoup. Quant à celles qui gardent leur feuillage, elles seront en piteux état, ça c'est vrai, mais comme leurs racines ont souvent des petits bourgeons endormis en réserve, eh bien certaines pourront renaître
au printemps. Les plus à plaindre, ce sont les lavandes et toutes les plantes à feuillage argenté ou dufteux. Elles détestent la plongée sous-marine. Ouais, j'ai compris pourquoi c'est fichu chez moi. Et question fichu justement, Thierry, les légumes, est-ce qu'ils sont fichus? Les légumes feuilles tiennent le coup 2-3 jours, pas plus. En plus, méfiez-vous, car l'eau qui a recouvert votre potager, il a peut-être avant été pollué par les égouts. Ah non! Cata. Bah là, c'est impraticable. Bon, bah, il vaut mieux ne pas manger les choux et pas être intoxiqué. Voilà. C'est du bon sens. Donc, je vous conseille en plus vivement de vous renseigner à la mairie ou auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations de votre département. Bon, les mairies, c'est souvent plus facile à joindre et eux vont pouvoir vous conseiller. Bon, en tout cas, c'est un très bon conseil, Thierry. Merci beaucoup. Mieux vaut être trop prudent que pas assez après une inondation. D'ailleurs, on le voit bien quand il y a des inondations en bord de mer. Par exemple, les plages sont fermées parce que les égouts ont débordé. Exact. Donc, il faut faire vraiment attention. La suite, dans un instant, de Maison Jardin Cuisine Brocante. Laetitia, bien sûr, revient de son passage au salon Maison et Objets où elle a trouvé plein de merveilles. Et les mobilettes. J'ai failli une bonne vieille bleue. Une vieille bleue. Oh là là, super, avec Églantine. À tout de suite. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante. Laetitia Nallet, vous revenez du salon Maison et Objets, salon de la décoration réservé aux professionnels dont vous faites partie, qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors, on compte comme à chaque fois sur votre résumé éclairé. Les tendances. Oui, allez, pour un résumé des inspirations du moment, moi je suis allée voir Vincent Grégoire, le célèbre tendanceur de l'agence Mélodie. Alors, c'est quoi le thème là? Alors, le thème cette année, c'était Showroom. Vincent Grégoire a étudié les comportements des consommateurs que nous sommes et on arrive à la conclusion que nous avons beaucoup changé, puisque ce ne sont plus les grands décorateurs ou designers qui lancent les tendances, mais nous. Notamment moi, voilà, je le sais, c'est vrai. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est grâce aux réseaux sociaux, nous trouvons l'inspiration nous-mêmes et nous devenons capables de créer notre déco tout seul. On est de plus en plus décomplexés. N'empêche que c'est vrai qu'il y a toujours des grands thèmes qui sont sur le devant de la scène, et en ce moment, c'est la transparence. Ah oui, avec les verrières. Exactement, les verrières qui ont du succès. À mettre, par exemple, pour séparer la chambre de la salle de bain, pour récupérer la lumière naturelle et avoir aussi une sensation d'espace plus grand. Pour les rideaux, c'est pareil, très très léger, des voilages, voire pas du tout de rideaux. On est fiers en fait de montrer chez soi. Et cette transparence va plus loin puisque les marques d'électroménager proposent des réfrigérateurs aux portes vitrées. Ah non, là je suis pas d'accord. Quand je vois à quoi ressemble mon frigo, je suis pas d'accord. Parce que vous le rangez pas, il faut ranger son frigo. Alors chez LG, la porte vitrée qui permet de ranger ses bouteilles a un système qui la rend transparente, cette porte, et qui s'éclaire juste en toquant 2 fois dessus. La classe. On commence à avoir des dressings avec des portes vitrées. Oh, j'aime pas, parce que là aussi il faut ranger, il faut que ce soit au cordeau. Là, moi, je préfère, parce que là je range bien. Ah, moi je range mal. Ça c'est la tendance showroom. Pour un psychotique comme moi, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Ah c'est vrai, c'est bien rangé vos placards. Vous êtes maniaque. Alors voilà, c'est ça cette tendance, on veut tout montrer, ne rien cacher. Du coup, c'est le retour des étagères, des sellettes, des vallées pour exposer ce que vous aimez. Et si vous êtes collectionneur, alors là vous êtes le roi du pétrole. Les collections se montrent et même s'affichent sur les murs. J'ai vu énormément, ça c'est vraiment une vraie tendance, de vieilles assiettes suspendues au mur, comme chez nos grands-mères. Et chez moi. C'est pas mal ça. Je vous en reparlerai parce qu'on peut faire des choses très sympas. Absolument. J'ai acheté d'ailleurs au puce de Clignancourt il n'y a pas longtemps une merveilleuse assiette de Quimper en forme de poisson pour présenter le poisson. Superbe. Absolument superbe. Et pas très cher en plus. Et les couleurs, ça donne quoi côté couleurs? Chacun fait ce qu'il veut, tout est possible. Mais globalement, on voit beaucoup de vert, de bleu dans toutes leurs nuances. Il y a toujours le rose pâle, évidemment. Et c'est le grand retour de la couleur brique. Et puis il y a des animaux mascottes qu'on retrouve sur le linge, sur les assiettes. Le lézard. Il y avait les poulpes aussi qu'on a beaucoup vu pendant l'hiver. Et pour cet été, ce sont les requins. Et si vous faites des boutiques de déco, vous avez vu qu'il y avait des ananas partout cet hiver. Exact. Mais je trouve ça bien. Simplement, c'est fini l'ananas. La nouvelle tendance, c'est la grenade. Ah, la grenade, c'est vrai? Oui, mais c'est moins amusant comme. C'est assez joli comme fruit, la grenade, avec ses picots. C'est la couleur. Délicieux. Et les mobilettes, est-ce que ça alors oui. C'est formidable. On fait bondir les petits moteurs. On va réveiller le roi du bitume qui sommeille en vous. On va enfourcher des cyclomoteurs de légende, rien que du solide, de l'indestructible, du pas cher et du style. Vous ajustez vos casques et vous me suivez à la vitesse vertigineuse de 45 km. Accélérez, Thierry. Alors, dans les nombreuses brocantes que je visite, il y a toujours un moment où je tombe nez à nez avec une mobilette hors d'âge qui vous fait les yeux doux, et hors d'usage, qui vous rappelle l'ancêtre de mon vélo électrique. C'est vrai que c'est pas toujours en bon état.
Attention, quand je parle de mobilette, je parle évidemment des vrais bleus. Motobécane, qui était dans les années 50 le plus grand constructeur français de motos et de bicyclettes. Et ce sont ces cyclomoteurs qui ont en tout premier porté le nom commercial de mobilette, nom qui est devenu tellement célèbre qu'il est entré dans le langage commun comme la marque Frigidaire, exactement. Ah, mais oui, bien sûr. Alors, du coup, allez, le catalogue, on y va, là, les bleus. Moi, j'ai pas eu la bleue, j'ai eu l'orange. Oui, moi aussi, j'avais l'orange. Ah, bah voilà, tiens. voilà. Alors, moi, j'en ai rien eu du tout, je suis passé au Peugeot directement. Alors, on va venir sur les bleus. Difficile de recenser tous les modèles de bleus qui ont été au catalogue Motobécane, tellement il y en a eu de variantes. Avec des clignotants, sans clignotants, avec des phares ronds, avec garde-boue carré, un autre chromé, j'en passe, il y a plein de versions différentes. Et alors, le modèle emblématique, celui que vous préférez? C'est la Motobécane AV88. Avec un phare rectangulaire. C'est ça, sorti en 59, avec des suspensions arrière, un variateur, un moteur rond. Alors le rêve pour beaucoup, mais un rêve qui a un prix. Parce qu'un modèle comme celui-ci, parfaitement restauré, se négocie entre 1000 et 2000 euros tout de même. Ah ouais. Mais vous savez qu'on trouve... Mais ça roule. Ça roule. Ah oui, ça roule. Ah bah non, là ça roule. À ce prix-là, oui. Et il y a des modèles beaucoup moins prestigieux en état de marche qui coûtent quand même seulement entre 150 et 300 euros. Donc on peut se faire plaisir aujourd'hui en brocante. Motobécane a eu des concurrents, comme vous l'a dit Bernard. Bah voilà, il y avait Peugeot évidemment qui était un compétiteur très sérieux avec ses fameux modèles 100 et notamment le Peugeot 103, dont la première version date de 1971 et la dernière, tenez-vous bien, de 2017. Ah oui. 46 ans de production, c'est dire que vous aurez du choix. Il continue. Des 103, qui n'ont plus la même gueule. Et c'est ça, mais il continue. Mais alors, à quoi il faut faire attention quand on en achète une? Alors, je vous cache pas qu'en achetant une mob, exactement, il faut avoir de légères connaissances en mécanique. Quand je dis légère, voilà. Il faut être pointu. Mais si ces engins sont toujours appréciés, c'est surtout parce que les réparations sont simples, paraît-il. Moi, je n'y connais rien. Leurs pièces sont pas très chères non plus, moins onéreuses que d'autres 50 cm3. Et puis leurs moteurs, il paraît qu'ils sont très faciles d'accès. Alors, amis mécanos, ils sont pas protégés du tout. À vos trousses à outils, normalement, on doit pouvoir s'en sortir. Et un dernier petit conseil pour la route? Il faut le tester, demandez à voir ses papiers, ne lésinez pas sur les questions sur son passé. Et moi, je vous conseille, si vraiment vous êtes des passionnés, il y a 2 ouvrages de référence. C'est Motobécane, la mobilette universelle de Patrick Barabès, sorti en 2008, et l'encyclopédie des cyclomoteurs français de Patrick Négro, sorti en 2013. Les 2 livres sont aux éditions Techniques pour l'automobile et l'industrie. J'ignorais totalement qu'il y avait un éditeur qui s'appelait Technique pour l'automobile et l'industrie. C'est du super pointu. En tout cas, merci beaucoup, Églantine. Excellente idée d'avoir parlé des mobilettes, ma foi. C'est super sujet. Dans des souvenirs. À demain, mes amis, sans faute. À demain.